Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich Mesdames, Messieurs, für die bonjour. Einladung bedanken. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation de tenir une intervention ici. Donc, merci beaucoup, Monsieur Dr. Winthrop, de ces mots de bienvenue chaleureux. Donc, moi, je parle du sujet des inflammations. Les inflammations constituent un sujet très intéressant, de première actualité dans la médecine, sur lequel se focalise aujourd'hui aussi la recherche. Donc ici, vous voyez donc le titre du Time Magazine en février 2005. Finalement, c'est un sujet qui est connu depuis beaucoup d'années. On sait que des processus d'inflammation jouent un rôle crucial dans presque toutes les maladies dégénératives chroniques. Et quand on parle de ces inflammations, finalement, on ne parle pas des processus aigus d'inflammation qui se démarquent par les 5 paramètres classiques, donc des gonflements, des rougissements ou la douleur tout simplement. Non, moi je parle des inflammations cliniques, sous-cliniques, qui finalement sont plutôt latentes, donc des processus d'inflammation latents. Et c'est connu que quand j'ai donc cette inflammation latente dans le corps, je peux manifester des symptômes ailleurs, des symptômes secondaires. Par exemple, au niveau de la polyarthrite chronique, des personnes donc touchées par une polyarthrite chronique manifestent un risque plus élevé pour attraper un infarctus du myocarde par exemple. Autre exemple serait donc une parodontite. Et c'est également donc un risque justement plus élevé pour des maladies cardiovasculaires, etc. Donc finalement, il y a différents processus d'inflammation qui risquent de générer des maladies graves. Donc, et ces facteurs de risque ici, que vous voyez ici, sont soupçonnés d'être co-responsables pour des maladies cardiovasculaires, par exemple l'infarctus du myocarde, ensuite également pour le cancer, ce que je vais expliquer. On les soupçonne également donc d'être ou de jouer un rôle dans des maladies neurodégénératives et également des maladies de troubles du métabolisme comme le diabète type 2 et autres. Donc, ce sont des inflammations cachées qui sont à l'origine de ces maladies. Et ensuite, vous avez également le macula dégénératif, donc dû au vieillissement. Donc, finalement, ce sont des maladies qui sont également déclenchées par ces inflammations cachées. De même pour l'ostéoporose. Finalement, il y a beaucoup de maladies qui sont provoquées par ces inflammations latentes et donc ce sont surtout des maladies qui arrivent avec l'âge. On avait déjà parlé beaucoup et appris beaucoup sur l'artériosclérose. Malheureusement, on avait une image erronée ces dernières années. Actuellement, on observe un changement d'idée, surtout en ce qui concerne donc les développements pathogènes. Donc, parlant d'artériosclérose, il faut savoir qu'il s'agit de processus d'inflammation. Cela veut dire qu'il y a des cellules qui détruisent les vaisseaux et ils dégagent des cytokines et qui font des effets néfastes et qui justement favorisent le développement d'autres cellules dégénérées. Donc de cette manière, il y a un processus d'inflammation dans les cellules qui se développe de manière rapide. Donc peut-être c'est une question urgente, qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'il en est du cholestérol ici? Parce que le cholestérol joue toujours un rôle important quand on regarde le risque d'artériosclérose. Eh bien, on peut constater qu'un taux de cholestérol élevé et également une hypertonie artérielle a également toujours finalement un composant d'inflammation. Donc, dans les dernières années,
donc quand on traitait par exemple des maladies cardiovasculaires, on a fait des expériences très importantes et on a constaté que tous les médicaments qu'on donnait avaient également un effet contre les inflammations. Les inflammations et le cancer. Il y a un lien entre ces deux. Cela veut dire que les processus d'inflammation jouent un rôle important dans les maladies ou des différentes formes du cancer. Donc, quand on manifeste certaines inflammations, des cellules cancéreuses qui peuvent naître tous les jours dans notre corps peuvent survivre plus facilement. Donc, les cytokines, comme le NF-κB par exemple, c'est donc une protéine, un facteur de transcription qui assure que les cellules cancéreuses ne soient pas reconnues par le système immunitaire. Donc, ces cellules tumoreuses ne suivent pas justement le programme de l'apoptose et finalement, ces cytokines permettent le développement de ces transmetteurs inflammatoires et cela, finalement, favorise le développement des cellules tumoreuses qui permettent ensuite le développement d'une tumeur. Ce qui est vraiment intéressant et nouveau, ce sont les résultats de recherche dans le domaine des processus neurodégénératifs. Et cela se développe toujours plus et certainement Monsieur le Dr Bock vous donnera des informations intéressantes là-dessus. Dans ce contexte, je voudrais attirer votre attention sur un nouveau domaine de recherche dans la médecine. Ce sont les mitochondriopathies. Ce sont des processus d'inflammation, donc dans le cadre d'une charge plus élevée de stress oxydatif. Cela veut dire si l'on est chargé par des radicaux libres. Donc, il y a un endommagement des mitochondries et cela est surtout fatal pour le neurone parce qu'un neurone possède à peu près 10 000 mitochondries. Et ce sont, comme vous savez, les centrales de puissance, donc finalement des centrales d'énergie du corps. Et donc finalement, si les mitochondries sont endommagées, il n'y a plus de source d'énergie, il y a donc la mort des mitochondries, et c'est intéressant dans ce contexte. Donc, le stress oxydatif et l'inflammation sous-clinique, ce sont finalement des paramètres qui ont aujourd'hui une importance donc dans la pathologie. Cela veut dire la naissance de maladies neurodégénératives. Alors, qu'est-ce que je fais avec un patient quand je ne peux pas détecter des signaux d'inflammation ouverts? Alors, il y a dans ce contexte des marqueurs que l'on peut mesurer dans le sang. Donc, je vous présente un marqueur très connu, c'est le CRP hautement sensitif. Donc, c'est une protéine bêta-réactive. Donc, c'est très connu et c'est une protéine de phase aiguë, donc cette protéine C réactive qui, donc, dont le taux augmente beaucoup dans le cadre d'une inflammation aiguë. Alors maintenant, cette protéine C réactive, ce qui est nouveau, on peut donc le prouver ou donc le déceler déjà dans de petites quantités. Et cela selon donc des critères très très serrés. Donc en dessous d'1 milligramme par litre de sang, on parle d'un risque faible. Entre 1 et 3 milligrammes par litre d'un risque moyen et plus de 3. Donc si l'on observe plus de 3, cela veut dire risque élevé. Pourtant, il faut savoir ce que c'est un risque élevé. Eh bien, des examens ont donc mené ou ont fait que l'on a découvert un lien. Cela veut dire si cette valeur est très élevée, donc plus que 3 mg par litre, le risque pour l'apoplexie est donc multiplié par 2 ou même par 3. Et le risque d'un infarctus du myocarde est multiplié par 3. Donc, vous voyez que cette protéine C réactive joue également un rôle pour ce qui est la formation d'un diabète. Donc, finalement, le risque d'attraper un diabète est très élevé. Donc, si la protéine C réactive dépasse une certaine valeur. Ensuite, il y a un risque plus élevé pour des maladies neurodégénératives comme Alzheimer et autres.
Donc, finalement, tout cela montre qu'il y a ici un lien avec des processus d'inflammation. Comme j'ai déjà dit, voilà, j'avais déjà mentionné le NF-κB. C'est un facteur de transcription qui fait évaluer des inflammations au niveau moléculaire. Donc maintenant, on sait à peu près comment ça se passe. Il y a des cytokines, comme ici, qui ont une influence importante sur ce facteur NF-κB. Donc ici, voilà, c'est un facteur qui active des sous-unités de l'NF-κB et ces sous-unités sont recomposées et ce facteur de transcription, il est activé et ensuite il lit, donc après justement son intégration dans le nucléus de la cellule, dans le noyau, donc il peut lire des séquences qui finalement font que d'autres transmetteurs donc, qui favorisent une inflammation sont activés. Donc voilà, l'NF-κB, c'est un des marqueurs ou les médiateurs les plus importants qui favorisent des inflammations, qui jouent un rôle important. Et comme nous savons tous que l'adipose et donc en fait le surpoids en général constitue un risque pour les maladies cardiovasculaires, comme certains types de cancers, donc cancer intestinal ou de l'utérus, etc. Mais c'est aussi un risque pour les maladies neurodégénératives. Et en fait, toutes ces maladies ont un point en commun et c'est l'inflammation chronique. Donc, et c'est là que l'obésité joue également un rôle commun parce qu'il ne constitue pas une espèce d'entrepôt ou de réservoir où on peut stocker, où les graisses sont stockées. Non, le tissu adipeux, surtout le tissu viscéral, donc autour du ventre, peut donc jouer le rôle d'un organe qui produit des substances. Par exemple, des agents transmetteurs favorisant des inflammations. Et ça, c'est vraiment un facteur important dans le cadre de l'obésité dont il faut tenir compte. Ce qui est bien, donc le bon message, c'est que le jeûne peut exercer une influence positive sur le risque d'inflammation. Donc, il y a des effets anti-inflammatoires. Et cela se manifeste également au niveau moléculaire, c'est prouvé également au niveau psychologique. Donc les corps cétoniques, par exemple, ils forment le bêta-hydroxybutyrate. Donc finalement, cet hydroxybutyrate fait également des effets au niveau des mécanismes de protection anti-inflammatoires. Et il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont une influence positive. Par exemple, the Brain-Derived Neurotropic Factor, le BDNF, qui a également un effet anti-inflammatoire. Et en bas ici, vous voyez également que les cytokines sont également influencées. Ensuite, ce transmetteur NF-κB, il est également régulé vers le bas. Le TNF-alpha est régulé vers le haut, donc finalement, effet anti-inflammatoire également. Et finalement, il y a également le volet hormonal qu'il convient de regarder. Hormonal à regarder. Donc finalement, si vous regardez les sirtuines, il y a ici, en fait, ce sont des facteurs de signal qui ont également une influence sur les transmetteurs d'inflammation comme le NF-κB, qui sera donc régulé vers le bas grâce au jeûne. D'ailleurs, cela vaut aussi pour un régime visant l'amaigrissement, la perte de poids. Toutes ces substances perdent en concentration et c'est très important. Donc, il s'agit donc de respecter un poids normal pour se maintenir en bonne santé. Alors se pose maintenant la question, et Monsieur le professeur Leitzman fait une très belle intervention sur l'alimentation. Alors il s'agit de savoir qu'est-ce que je peux faire, peut-être justement, qu'est-ce que je peux faire pour baisser le risque d'inflammation moyennant mon alimentation, donc après une phase de jeûne.
Ici, nous avons également une information des États-Unis qui date d'avril 1994. Better than vitamins, ce sont donc les substances végétales secondaires ou phytosanitaires. Donc finalement, ce sont des substances très très intéressantes qui justement qui méritent donc un regard plus détaillé. Donc M. Leitzmann les a déjà présentés, mais quand même, je voudrais y revenir de manière plus détaillée parce que ces différents mécanismes, ces différentes substances bioactives sont très intéressantes, surtout en vue des inflammations. Donc ici, vous voyez par exemple ici un effet sur une prévention contre le cancer. Ensuite, il y a également un effet antibactériel et antimycotide contre les mycoses. Ensuite, un effet antioxydatif, donc amélioration de l'irrigation sanguine, donc effet de régulation sur la tension artérielle et sur le taux de cholestérol, donc effet positif. Donc la plupart, voilà, des croix sont mis ici au niveau des polyphénols. Cela veut dire ce groupe de substances phytosanitaires est le groupe le plus intéressant. Mais il y a donc un effet anti-inflammatoire au niveau des polyphénols. Donc vous voyez, ce sont uniquement les polyphénols, les seuls parmi les substances phytosanitaires qui ont un effet anti-inflammatoire. Donc ces polyphénols, on les trouve dans les couches supérieures de baies, de légumes, de fruits et de céréales. Et comme M. Leitzmann a déjà cité, il y a un exemple qui est le quercétine, par exemple. Et je voudrais vous expliquer pourquoi c'est dans les couches supérieures des légumes et des fruits. Donc, ces substances végétales secondaires se trouvent à l'extérieur, donc dans la couche supérieure, parce que c'est un mécanisme de protection pour les plantes. Ils se protègent contre les rayonnements UV, contre des agents comme des mycoses, comme des virus, des bactéries, etc. Donc, toutes les influences extérieures. Donc, finalement, c'est un mécanisme de protection pour les plantes et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que nous, les êtres humains, nous pouvons profiter de tous ces mécanismes de protection que les plantes, en fait, montent pour leur propre protection. Donc, en fait, ces polyphénols, voilà. Maintenant, je vais vous ennuyer avec ces aspects chimiques, mais en fait, on peut finalement trouver deux grands groupes. Donc, ce sont tout d'abord les acides phénoliques, donc les acides phénoliques comme l'acide ELA que l'on trouve dans beaucoup de baies, mais également dans les céréales complètes, intégrales. Et ensuite, vous trouvez également le groupe des flavonoïdes. C'est un groupe beaucoup plus hétérogène et qui peuvent être subdivisés également dans différents groupes, voilà, en fonction de leur structure. Et ces flavonoïdes, ce sont des composants qui donnent de couleur, voilà, aux fleurs et aux fruits. Mais ce sont également les substances qui ont un effet donc de rendre les fruits et les légumes plus piquants, donc qui sont responsables de l'arôme. Par exemple, les substances contenues dans le vin rouge ou dans le thé vert, etc. Et en fait, donc la plupart de ces polyphénols a été bien analysés. Donc, on connaît déjà pas mal de mécanismes qui sont donc ou qui ont un effet justement anti-inflammatoire. Voilà, les hypooxygénases ou voilà par exemple l'antinoxyde synthase. Donc finalement, ce sont des processus de domaine voilà, ce sont des étapes dans le processus d'inflammation. Et vous avez donc ici d'autres médiateurs comme le TNF-alpha, le NF-kappa B, etc. Donc, finalement, on a trouvé ici des effets individuels très intéressants donc, au niveau de ces polyphénols. Maintenant, on sait que depuis des recherches sur les polyphénols,
on sait qu'il y a une corrélation inverse entre les marqueurs d'inflammation et l'apport en flavonoïdes, en polyphénols. Et on a appris également que donc un apport plus prononcé en flavonoïdes a un effet positif sur les maladies neurodégénératives. Donc cela veut dire elles sont inhibées. Donc là, par exemple, si vous regardez les polyphénols de fruits sur le vieillissement du cerveau. Donc c'est très intéressant. On sait que ces polyphénols peuvent soutenir au maintien de la plasticité neuronale. Et cela, finalement, c'est ce qui garantit donc la performance mentale également à l'âge avancé. Ici, on parle d'un régime ou d'une alimentation anti-inflammatoire. Et aux États-Unis, il y a aujourd'hui maintenant des restaurants qui, justement, cuisinent en fonction ou pour respecter ce régime anti-inflammatoire. Finalement, les aliments qu'on y trouve ne se distinguent pas trop de ceux que M. Leitzman a montrés tout à l'heure, qui datent de l'année 94. Donc, des aliments pour lutter contre le cancer. Mais ici, bien sûr, ça se concentre sur les polyphénols, par exemple la pomme grenade ou bien les noix, qui ont donc des acides gras très bénéfiques. Ensuite, le gingembre avec les gingerols, c'est également donc un polyphénol. Et ensuite, le curcuma. Donc là aussi, donc le curcumine, voilà, justement, donc c'est un des composants du curry, voilà. Donc c'est un mélange curry. Et finalement, on peut également se référer à des enzymes protéolytiques, donc comme le bromélaïne ou le papaïne contenus dans différents fruits. Et parce que ces substances agissent également contre le processus d'inflammation. Et dans ces dernières minutes, je voudrais également parler de ce polyphénol très prominent, le resveratrol. Donc finalement, on parle du resveratrol en tant que substance donc anti-aging, donc anti-vieillissement par excellence. Apparemment, le resveratrol a un effet de protection des vaisseaux, mais aussi le même effet comme le dinner canceling, donc le fait de ne pas dîner, et donc des effets très bénéfiques. Cela veut dire baisse de la production de radicaux libres, baisse du risque d'inflammation. Et dans ce contexte, cela est très intéressant à prendre en considération. Donc, le resveratrol, bien sûr, pour les consommateurs, on le trouve dans le vin rouge, mais malheureusement, presque pas dans le jus de raisin rouge et pas non plus dans le vin blanc. Voilà. Alors ça, peut-être, c'est la mauvaise nouvelle. Donc ensuite, il ne faut jamais consommer le resveratrol tout seul. Non, c'est le sens aussi donc d'un bon dîner, par exemple. Donc le verre de vin rouge doit être consommé avec une alimentation méditerranéenne qui contient également beaucoup de polyphénols. Dans ce cas-là, ces différents polyphénols peuvent se compléter pour justement épanouir leur effet bénéfique. Et ensuite, pour terminer, je voudrais vous présenter quelques fruits que vous ne connaissez peut-être pas tellement. Les polyphénols ont donc un effet antioxydatif très important que l'on peut mesurer. Donc cet effet antioxydatif s'est exprimé en ORAC, donc au terme ORAC. Donc finalement, la capacité d'une substance de chasser ou de lier les radicaux libres. Donc là, vous avez tout d'abord les baies rouges, qui sont vraiment les stars en ce qui concerne la lutte contre les radicaux libres. Vous avez les baies de goji, les baies de açaï. Ensuite, vous trouvez également les mûres, les myrtilles, les fraises et les cerises, qui quand même ont une concentration moins élevée. Et ensuite, pour les légumes, et là, M. Leitzman a tout à fait raison, les légumes sont aussi intéressants parce qu'ils contiennent l'ensemble de la gamme des substances phytosanitaires et parce qu'ils n'ont pas de fructose ou sont très pauvres en fructose. Et finalement, la fructose, elle n'est pas aussi
bénigne que l'on pensait. Donc finalement, il faut faire attention avec la fructose qu'on avait recommandé encore dans le temps. Donc alors c'est pourquoi il faut plutôt miser sur les légumes que sur les fruits. Alors, donc pour terminer, je vous fais la conclusion. J'ai essayé de vous expliquer le risque des inflammations sous-cliniques, ce qui comporte un potentiel de risque énorme. Donc, c'est important de regarder de près ces aliments anti-inflammatoires. Le jeûne peut faire une contribution importante pour réduire le risque d'une inflammation et donc d'une maladie grave qui va avec. Mais c'est également dans le domaine de l'alimentation qu'il faut donc changer certaines pratiques, certaines habitudes. Donc il est recommandé de consommer plus de polyphénol dans l'alimentation. Merci.